RCF. Bonjour et bienvenue dans le kiosque à BD, un kiosque à BD qui aujourd'hui va fidèlement à ce qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire un magazine aussi ouvert sur toutes les formes de livres avec illustration, avec dessin et photographie, va s'intéresser aujourd'hui à la grande littérature et son lien avec la bande dessinée et le cinéma. Mais je ne vous en dis pas plus. Émile Bramy, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que si je dis à mes auditeurs que vous êtes spécialiste de Céline, les gens vont se demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que d'habitude on parle bande dessinée, images, illustration, mais si je dis que vous avez déjà écrit un livre en lien avec Hergé et le capitaine Haddock, et Céline, bien sûr, et puis maintenant le dernier, Céline et le cinéma, voyage au bout de l'écran, les gens comprennent beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui on vous reçoit et pourquoi on va parler de Céline. Alors quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit d'abord, premier réflexe, oh, voilà quelqu'un qui connaît bien le cinéma, parce qu'il y a plein de références, plein d'exemples et tout. Donc la première question, vous êtes un cinéphile depuis toujours? Vous êtes un vrai regardeur d'images? Alors j'aime beaucoup le cinéma. Il se trouve que j'ai grandi en Tunisie dans les années 60 et qu'on allait au cinéma 3-4 fois par semaine. Donc ça allait du péplum au film de Kayat, enfin des choses comme ça. Et je me suis toujours intéressé au cinéma, mais plus le côté cinoche que le côté cinéma intellectuel, etc. Voilà. Et j'aime beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup les salles d'autrefois, mais bon, c'est pas une nostalgie, je continue à aller au cinéma régulièrement. Voilà. Je trouve que je suis plus souvent déçu par le cinéma aujourd'hui qu'autrefois. Bon, il y a certains films qui me semblent sans grand intérêt, mais ça reste pour moi un divertissement important. Alors après, je regarde votre bibliographie, je vois que Céline apparaît plusieurs fois, et je me dis, compte tenu de vos origines, pourquoi Céline, comment il est rentré dans votre vie? Alors, Céline est entrée dans ma vie totalement par hasard. Quand j'avais 17 ans, je militais dans les milieux anarchistes à Paris. Et Céline est très 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 important chez les anards. Et il se trouve que je n'aimais pas du tout, que je continue à ne pas aimer Sartre. Et un jour, quelqu'un me tend quelques feuillets René Hauté en me disant « Lis ça, ça va te plaire, c'est Céline qui donne une fessée à Sartre ». C'était à la JT du Bocal. Quand il m'a dit Céline, j'ai cru que c'était une femme. Donc j'avais aucune, je ne connaissais absolument rien de Céline. Je lis ça, la fessée donnée à Sartre est amusante, mais en même temps, je me dis, c'est pas possible, on peut écrire comme ça. C'est-à-dire, je vois une manière totalement différente de ce que j'avais pu voir jusqu'alors, du point de vue de l'écriture littéraire. Bon. Donc, je me dis, il faut que je trouve quand même d'autres livres. On est en 67. Je cherche, je trouve l'édition en poche de Voyage au bout de la nuit et celle en poche de Mort à crédit. Bon. Donc après, je me mets à chercher, je vais à la librairie Gallimard, boulevard Raspail, enfin bon. Je trouve quelques livres et je vois sur la liste des œuvres qu'il y a plein de choses que je n'ai pas lues. Donc je passe par un autre circuit qui est celui des quais, des libraires d'anciens. Et un jour, sur les quais, quelqu'un me dit « J'ai quelque chose pour toi, c'est extraordinaire, c'est le bouquin interdit de Céline, etc. » Et il me vend, très cher, « Bagatelle pour un massacre ». Je lis ça, et comme je suis juif, c'est consternant. Voilà. Et je me dis, je me pose vraiment la question de savoir si je peux continuer ou pas à lire Céline. Et puis je me rends compte d'une chose, c'est que, comme un certain nombre d'artistes qui nous accompagnent dans la vie, Céline m'est indispensable. Bon, alors, ça n'a pas été, de continuer à le dire, ça n'a pas été sans mal. Je me suis fâché avec des gens que j'aimais beaucoup par ailleurs. Bon, il y a même une anecdote que je raconte souvent. J'étais en vacances avec une amie que j'aimais beaucoup. Je pars toujours avec une valise de livres. C'était avant les liseuses. Et un jour, elle me dit, j'ai plus rien à lire. Je lui dis, écoute, tu montes dans la chambre et tu regardes. Et elle descend complètement furieuse, mais furieuse, parce que dans la valise, il y avait L'école des cadavres de Céline,
et il y avait Si c'est un homme de Primo Levi. Et elle me dit, c'est pas possible de lire ces deux livres en même temps. Et elle me quitte à l'instant. Elle me dit, je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Donc des choses comme ça. Mais bon, je vis avec Céline. Et dans la biographie que je lui ai consacrée, je dis très bien que je vis avec un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire, je boitille. On va quand même essayer d'aller encore un petit peu plus loin parce que vous avez fait un lien finalement assez tôt par rapport à d'autres avec le capitaine Haddock. Alors ce personnage, certains croient le connaître, mais finalement il est aussi très mystérieux et il a des injures et finalement le langage de Céline, vous faites un lien un peu improbable au départ et pourtant vous allez très loin dans ce lien. Alors j'ai fait un lien, j'ai même... Si vous voulez, ça s'est passé de la manière suivante. J'ai écrit une biographie de Céline, et donc j'ai naturellement relu toute l'œuvre. Et quand vous relisez un livre 2 fois, 3 fois, à un certain moment, vous le lisez d'une manière distraite. Donc je relisais Bagatelle pour un massacre distraitement. Et à un moment, je lis une phrase qui est une succession de mots suivis d'exclamatives. Et je me dis, tiens, je suis en train de lire du Capitaine Haddock. Voilà, je me dis ça. Puis après, je me dis non, c'est pas possible. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je vérifie, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des vérifications, je me suis rendu compte que d'abord, statistiquement, il y avait des termes qui étaient dans la première apparition de Haddock qui allaient au-delà, très au-delà de la simple coïncidence. C'est-à-dire que forcément, c'était voulu. Et que après, quand on analyse un peu, on se rend compte que, en fait, ce que Hergé emprunte à Céline, c'est pas tant les jurons que la manière de fabriquer des jurons. C'est-à-dire de prendre un terme, bachibouzouk, qui a priori ne veut rien dire pour personne, de le mettre dans un contexte où il va devenir un juron, et un juron qui va marquer forcément, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Voilà. Et ça, c'est le procédé de Céline. Par exemple, Céline emploie le mot ornithorynque que reprendra Hergé un peu plus tard. Bon, je ne vous dis pas l'accueil dans les milieux céliniens. J'ai été insulté, c'est n'importe quoi, il n'y connaît rien, etc. Bon, effectivement, je ne suis pas un spécialiste de Hergé du tout. Simplement, il y a quelque temps, un collectionneur a ressorti 3 feuillets de la main d'Hergé, dans lequel il avait noté des jurons qu'il avait pris dans l'école des cadavres. Et on me disait, mais non, mais Hergé ne lit pas. Voilà. Et quand on voit, en plus, il y a énormément de rapports entre Hergé et Céline, ils ont les mêmes amis, ils sont dans les mêmes milieux politiques, enfin, etc. C'est des gens, finalement, qui ont l'air absolument différents et qui sont très proches. Et la question que je me suis beaucoup posée, moi, c'est pourquoi personne n'a fait le rapprochement avant. Et en fait, personne n'a fait le rapprochement avant pour une raison très simple, c'est que c'était deux modes d'expression qui ne pouvaient pas se recouper à l'époque. La BD n'est pas encore vue comme un art, c'est un truc pour les gosses, c'est des petits Mickey, etc. Et de l'autre côté, on a un écrivain majeur de la littérature. Bon. Et ça ne peut pas se recouper. Voilà, c'est simple. Et en fait, vraiment, moi, ça a été un hasard, une espèce, je vais employer un grand mot, mais une sorte d'illumination, quoi. Je me suis rendu compte que y avait quelque chose d'étonnant, voilà. Alors après, quand on creuse, ça colle. Alors justement, on va continuer parce que dans les liens, moi, je vous le disais avant l'émission, moi j'ai beaucoup travaillé sur les liens entre Rabelais et Céline. Dès qu'on veut essayer de rattacher Céline à quelqu'un d'autre, on a tout de suite des murs qui se lèvent parce qu'en fait, cet écrivain, qu'on le veuille ou non, pour des raisons d'ailleurs diverses et pas toujours très claires, est mis complètement à part. On ne peut pas être célinien, entre guillemets, et autre chose. Oui, c'est-à-dire que c'est un écrivain tellement particulier, plus s'ajoute la part de scandale qui est liée aux textes antisémites, bon, qui fait que si vous aimez Céline, vous êtes immédiatement suspect déjà. Vous êtes suspect d'être un afrofasciste, un antisémite, enfin, etc. Ce qui n'est pas faux, il y a toute une frange du lectorat de Céline qui faut pas le nier non qui est représentée par ces gens-là. Voilà.
Maintenant, à côté de ça, on a un auteur que tout le monde, qu'il l'aime ou pas, reconnaît comme étant un auteur majeur de la littérature au moins du XXe siècle. Je voudrais juste faire une remarque. Juste avant le confinement, Le Monde a publié une enquête sur les 100 premiers livres, toute littérature confondue et toute époque confondue. Les résultats ont été les suivants. Le premier, c'était Harry Potter. Bon, Harry Potter, c'est quand même, on va dire, l'écriture d'un moment. Ça va se démoder, ça restera, mais ça n'aura plus l'importance extraordinaire que ça a aujourd'hui. Et le numéro 2, alors je répète, toute littérature confondue et toute époque confondue, le numéro 2, c'était quand même Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà. Et c'était un panel de lecteurs, de critiques, enfin, etc. Donc c'est un écrivain indiscutablement majeur. Les deux grands écrivains du XXe siècle, c'est Proust et Céline. Bon. Donc on ne peut pas faire l'économie de ce type-là. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit, moi je vais prendre juste les livres qui me conviennent et puis je vais glisser sous le tapis les choses qui ne me conviennent pas ? Non, c'est pas possible. L'œuvre d'un écrivain, c'est un tout. Bon. Donc Céline, il faut le prendre avec les romans magnifiques qu'il a écrits et avec les livres plutôt dégueulasses antisémites. Bon, c'est comme ça. Après, si on veut rentrer dans une analyse plus fine, on dira que ces livres, je parle des pamphlets antisémites, ne sont pas que des pamphlets antisémites. Voilà. Ce sont aussi, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce sont aussi, d'une certaine manière, des œuvres d'art. Voilà. Ainsi se termine la première partie de cet entretien avec Émile Bramy autour de son livre Louis-Ferdinand Céline et le cinéma Voyage au bout de l'écran, mais nous aurons encore 2 fois l'occasion de rencontrer Émile pour aller au bout du sujet. En attendant, très bonne écoute de votre radio et à très bientôt. RCF. Bonjour et bienvenue dans le kiosque à BD et nous allons continuer à discuter avec Émile Bramy autour de ce sujet assez complexe de Céline, son adaptation au cinéma, son adaptation en bande dessinée et les liens qu'il peut y avoir même entre d'ailleurs Céline et Hergé. Émile Bramy, on va revenir au thème de votre dernier ouvrage, Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, parce que finalement, dans le classement du Monde, pour par exemple toujours garder cette même référence, on trouve en numéro 2 Le Voyage au bout de la nuit. Ce voyage a été lu par un grand nombre de gens, pas toujours jusqu'au bout d'ailleurs, parce qu'il faut être honnête, il y a des gens qui l'ont lu partiellement et tout le monde dit, dans cette écriture, on voit presque naître les images. Or ce roman, il n'a jamais été mis au cinéma. Et finalement, votre ouvrage, c'est déjà nous faire constater que, il n'est pas au cinéma. Par contre, il y a des petits bouts, peut-être, ici ou là. Si vous voulez, c'est ce qui a déclenché ma réflexion, c'est de voir que quasiment tous les classiques de la littérature ont été portés à l'écran, avec évidemment des bonheurs divers. Hein. Il y a des choses qui réduisent le texte à rien ou à juste une histoire qui n'est souvent sans intérêt. Pourquoi est-ce que dans cette littérature-là, quasiment le seul à n'avoir jamais été adapté, ça a été Céline. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi. J'y ai réfléchi, évidemment. Il y a des tas de raisons, on pourrait les donner, mais à mon avis, la raison majeure, c'est que quand on lit la trame des livres de Céline, ils n'ont
qu'un intérêt très relatif. C'est quelqu'un qui fait la guerre, qui va en Afrique, puis aux États-Unis et qui revient être médecin en banlieue. Ça, c'est Voyage au bout de la nuit. Mort à crédit, c'est l'enfance d'un petit garçon dans un quartier du centre de Paris. Ça n'a qu'un intérêt très très relatif. Ce qui fait les livres de Céline, c'est le style. C'est-à-dire une écriture totalement unique, parfaitement originale. Or, ce qu'il faudrait, si on voulait porter à l'écran les livres de Céline, c'est de trouver cinématographiquement une écriture qui soit l'équivalent de l'écriture de Céline. Donc il faudrait un metteur en scène qui aurait le génie cinématographique que Céline a en littérature. Bon, ça c'est déjà extraordinairement difficile à trouver. Ensuite, il y a un certain nombre de contraintes, mais qui sont en train de tomber les unes après les autres. Le film en costume, enfin, etc. Bon. Et puis, il y a quelque chose qui empêche aujourd'hui de faire ce film, c'est que ce qui était, en 1932, un bon roman à la mode, est devenu un chef-d'œuvre de la littérature. Et que c'est très difficile. Autant on peut aborder un roman à la mode pour en faire un film, autant il est extraordinairement difficile de se colter à un livre qui devient un chef-d'œuvre littéraire. Voilà. C'est-à-dire que les gens, il y a eu plein de gens qui ont voulu faire le voyage, mais ces gens-là abordent le livre avec une révérence qu'il ne devrait pas être. Ils devraient se dire, voilà, j'ai fait le choix d'adapter, ben je fais ce que je peux, du mieux possible, et de toute façon, toute scénarisation, toute mise à l'écran d'un classique est une trahison, par définition. Donc il faut accepter de trahir et de donner une œuvre qui ne sera évidemment pas l'équivalent ou la décalque du roman qu'on essaye d'adapter, mais une œuvre qui serait une œuvre originale. Voilà. Et ça, personne pour l'instant n'a eu le courage de le faire. Et pourtant, les velléités, alors existent, vous en parlez d'un certain nombre. Quand on pense que quand ce roman sort, quasiment tout de suite, le cinéma, les graveurs, tout le monde s'y intéresse, tout le monde a envie de mettre des images. Tout de suite. C'est-à-dire que on demande une édition illustrée de luxe à Jean-Paul. Il fera les dessins, mais elle ne sera jamais publiée. On connaît aujourd'hui les lithographies qu'il a faites pour ça. Et le livre sort en octobre 1932. Et il est acheté par le cinéma en mars 1933. C'est-à-dire 5 mois après sa publication. Et j'ajoute à ça que, au début, le livre ne rencontre quasiment pas de succès. On n'en parle pas, etc. Il faut un article très, très laudateur de Léon Daudet dans l'Action française pour lancer les ventes. C'est-à-dire au bout de 3 mois. Donc en fait, il est acheté quasiment au bout de 2 mois de sa carrière en librairie. Voilà. Et à l'époque, tous les obstacles qu'on connaît aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire, c'est un roman qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un roman à la mode. C'est un roman qui est contemporain de l'époque où il se passe, donc il n'y aura pas de reconstitution en costume à faire. On a un grand metteur en scène qui s'intéresse, c'est Abel Gans, et puis ça ne marche pas. C'est-à-dire que, par ailleurs, il y a une espèce de... pas de malédiction, mais quelque chose qui pèse sur les tentatives d'adaptation. Chaque fois qu'on a essayé d'adapter un livre de Céline, il y a eu des raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu aller au bout. Et alors, c'est ce qui est très intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que là, on est au début. Et si on va tout à la fin, on s'aperçoit qu'en 2019, il y a encore des gens qui veulent essayer et qui vont encore arrêter. Alors, c'est pas en 2019, c'est en 2017. Il y a eu une tentative, sérieuse de la part de Canal+. Alors, je parle conditionnel parce que ce sont des renseignements que j'ai, mais qui ne sont pas corroborés par ailleurs. Donc, c'est au conditionnel. Tout ce que je vais dire est au conditionnel. On décide de faire, en fait, une mini-série. Le roman se divise en 4 parties, donc on va faire 4
4 fois 2 heures. C'est-à-dire, ce sera une mini-série de 8 heures. Il y aura la guerre, il y aura l'Afrique, il y aura l'Amérique et il y aura la banlieue. On prétend faire un casting avec des inconnus, des jeunes comédiens, et on met des gens très connus, des scénaristes de réputation, au travail. Bon. Simplement, les gens qui travaillent ne s'entendent pas, parce que chacun a son idée, là, une fois de plus, et que chacun tire dans son sens. Et aussi parce que c'est la pire période pour Canal+. C'est le moment où les abonnés s'en vont, où il n'y a plus d'argent, où il faut faire des économies. Et c'est quand même un investissement très très important, dont on n'est pas sûr qu'il aura les répercussions ni les retours d'une série policière, par exemple. On met la barre très haut, peut-être un peu haut aux yeux des décideurs pour la clientèle de Canal. Voilà. Et donc le projet tombe à l'eau. Mais je suis absolument certain que dans les années qui suivent, il y aura d'autres tentatives, d'autres projets, parce que de la publication du livre jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu sans cesse. Sans cesse. Et je n'en ai cité qu'une petite partie. J'ai cité les metteurs en scène les plus connus. Enfin, je veux dire, les gens, Piala, Léon, enfin des gens comme ça, qui sont quand même de très très importants. Mais il y a eu, autant Lara aussi, mais il y a eu des cinéastes de moins grande envergure. Kusturica voulait le faire. Voilà. Donc quand on voit, si vous voulez, entre 32 et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas une période de 3 ou 4 ans où quelqu'un n'ait pas dit « je vais faire Voyage au bout de la nuit ». Et alors celui qui a eu, on va dire, le plus, qui a occupé le plus les journaux, c'est évidemment Audiard, qui voulait, pour lui, c'était un petit peu son Graal. Alors, et il voulait confier la réalisation à Fellini quand même. Voilà, donc si vous voulez, les noms qui sont évoqués, c'est pas du tout des tâcherons, c'est vraiment de grands cinéastes. Et vous citez aussi, mais vous n'êtes pas le seul à le faire d'ailleurs, parce que certains le reconnaissent, des petits bouts de certains films où on dit quand on voit ça, on ne peut pas ne pas penser à Céline. Alors ça c'est la théorie de Tardy. Tardy dit, voilà, en fait on n'a jamais fait Voyage au bout de la nuit, mais si on regarde le cinéma de l'époque, il a été fait par petits bouts. C'est-à-dire que telle séquence pourrait parfaitement être une séquence célinienne. Telle autre reprend une partie de l'histoire de Céline. Et effectivement, par exemple, je cite l'exemple le plus connu, dans la traversée de Paris d'Autant Lara, il y a la fameuse scène de Salaud de pauvre, je cite le texte de la scène. Bon, on a une écriture, c'est pas Céline qui écrit, c'est Orange et Bosc, mais on a une écriture qui est une écriture profondément célinienne. Il y a un passage qui est dit par Gabin qui pourrait être dans Voyage au bout de la nuit ou dans Mort à crédit. Donc, si vous voulez, effectivement, on va dire que l'adaptation de Céline se serait faite par petits bouts, disséminés un petit peu dans tout le cinéma. Je cite aussi un film très célinien qui est Affreux, sale et méchant, qui n'a rien à voir avec Céline. Et puis, il y a un film qu'il faut vraiment voir, qui est Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, qui est construit, pour moi, est l'adaptation de Mort à crédit. Bon, ça se passe dans les milieux des bandits juifs à New York, ça n'a rien à voir, mais la forme du film, les flashbacks, etc., c'est Mort à crédit. Et d'ailleurs, Léon a dit, après avoir fait Il était une fois l'Amérique, il a dit « J'ai fait Il était une fois l'Amérique, je n'ai plus besoin de faire Voyage au bout de la nuit ». Ainsi se termine ce kiosque à BD et nous rencontrerons encore une dernière fois Émile Bramy, car son livre Louis-Ferdinand Céline et le cinéma mérite vraiment cette attention particulière, car nous sommes vraiment entre le lien entre la grande littérature et son adaptation avec des images. En attendant, très bonne écoute de votre radio, imaginez plein de choses, créez-vous des images et à très bientôt.
RCF. Bonjour et bienvenue dans le kiosque à BD, un kiosque à BD qui va continuer à s'intéresser à Céline, en compagnie d'Émile Bramy, qui est auteur d'un livre sur les adaptations impossibles en quelque sorte de Céline en images, et pourtant il y eut des adaptations, dont une en bande dessinée. Mais je ne vous en dis pas plus. Émile Bramy, on est toujours autour de Céline et de son adaptation au cinéma. On peut dire d'une certaine façon que le seul qui finalement s'y est frotté sans se faire trop mal, c'est Tardy que vous avez déjà cité, parce qu'au moins il a pu déjà aller au bout de son travail, ce qui était quand même déjà pas mal. Mais malgré tout, quand on lit l'interview que vous nous ramenez, quand on regarde, il n'a pas fait totalement ce qu'il voulait au départ. En tout cas, il a été obligé de revoir sa copie. Voilà, quand on lit effectivement l'interview de Tardy, on se rend compte qu'il a quand même on lui a mis, pas des bâtons dans les roues, mais on l'a contraint à une certaine forme. C'est-à-dire que lui voulait faire une adaptation comme il a fait 130 quai de la gare, enfin, etc., qui sont d'excellentes adaptations de romans. Bon. Alors, il dit lui-même qu'il aurait eu des difficultés à faire parler les personnages de Céline après Céline, mais pourquoi pas, de toute façon. Voilà. Simplement, au moment où il veut faire ça, il veut le faire pour la maison d'édition qui s'appelle Futuropolis, qui publie pas mal de bandes dessinées extraites de romans connus. Et on lui dit, ah ben non, enfin entre autres, les personnes qui s'occupent de la succession de Céline lui disent, ah ben non, on peut pas mélanger la bande dessinée avec un roman de cette pointure-là, de ce calibre. Et donc, il en est réduit à faire des illustrations. Bon. Il illustre Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit et Casse-pipe. Et donc trois des livres de Céline, les trois grands romans, on va dire. Après, les romans changent un peu, ça devient des chroniques. Et à ce moment-là, il hésite entre faire une dizaine d'illustrations pour chacun des volumes ou d'en faire beaucoup. Par exemple, pour le seul Voyage au bout de la nuit, il fait 900 illustrations. Voilà. Donc en fait, on a quelque chose qui n'est pas un livre illustré, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, et qui n'est pas une BD, parce que les personnages ne parlent pas, qu'il n'y a pas de continuité, enfin, etc. Donc on est dans quelque chose d'hybride, que moi, personnellement, je regrette beaucoup, parce que Tardy avait le matériau pour faire une vraie adaptation, et on sait à quel point la BD est proche du cinéma, en fait. Ce sont les mêmes techniques, la même grammaire, la même écriture. Donc, une bonne BD, c'est un film. Voilà. On regarde un Blueberry, c'est un western. Voilà. Et donc, on peut avoir ce regret-là. Effectivement, il aurait sans doute trahi Céline en faisant parler ses personnages, mais pourquoi pas. Et il dit qu'il n'y reviendra pas. Donc c'est un peu, je dirais, pour moi, c'est le grand rendez-vous manqué. Parce que la BD permet de faire tout ce que le cinéma a du mal à faire. Si vous avez besoin, je dis ça, si vous avez besoin de 1000 personnes sur une... Vous pouvez le faire rentrer dans une case. Il n'y a qu'à voir un dessin de Druillet, par exemple. Bon. Mais si c'est la même chose au cinéma, les 1000 personnes vont être réduites à 20, et on va les faire tourner pour faire croire qu'elles sont 1000. Voilà. Donc, pour moi, c'est le grand regret. Et puis, il faut ajouter que s'il y a un dessinateur dont le dessin, dont les atmosphères qu'il rend sont proches de Céline, c'est bien Tardy, quoi. Tardy, en plus, il dit dans l'entretien que il a vécu un petit peu ce qui se passe dans Mort à crédit de par sa famille, ses parents tenaient une station-service, c'était difficile pour eux. En fait. Donc il a été imprégné du monde célinien, et je pense que, pour moi, je pense que le film, s'il avait été fait, n'aurait pas été à la hauteur du livre. Voilà. Je connais très très peu d'exemples de films adaptés de romans qui sont à la hauteur du roman. Le seul exemple que je connaisse, moi, c'est Lolita de Kubrick, que je trouve supérieur au livre. Voilà, c'est un film magnifique. Mais sinon, c'est souvent beaucoup moins bien. Et je pense que la bande dessinée se serait mieux prêtée, surtout dessinée par Tardy, que le cinéma. Alors, il y a eu quelques bandes dessinées autour de Céline,
mais j'avoue qu'elles ne me satisfont pas. Enfin, il y en a deux très connues. Il y en a une qui a été écrite par Christophe Malavoie, qui au départ a fait un scénario qu'il voulait tourner. Il n'a pas trouvé le financement. Et donc, bon gré mal gré, il en a fait un scénario dessiné par les frères Brizzi. Et il y a Jacques Terpan qui a dessiné aussi. Mais alors, lui, c'est pas l'adaptation d'un livre de Céline, c'est une biographie de Céline. Voilà. Moi, j'avoue que ni l'un ni l'autre ne me satisfont parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt, quoi. Alors, on a peut-être parmi ceux qui sont en train de nous écouter, des gens qui se disent, après tout, moi, j'ai jamais lu de Céline. On commence par quoi ? On commence comment ? Parce que finalement, c'est ça aussi derrière, c'est dire, vous avez été touché par cette écriture, je le comprends très bien, mais comment on fait aujourd'hui pour transmettre encore cette écriture ? Alors, moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Je considère que Voyage au bout de la nuit n'est pas le premier livre de Céline. C'est un livre qui est un livre écrit par un débutant très intelligent, très malin, et qui veut obtenir un succès. Donc, il y a un certain nombre, je veux dire, pas de facilité, mais de complaisance. Et le style de Céline n'est pas encore celui qu'il va devenir. Il se trouve qu'avec Voyage au bout de la nuit, avec le succès de Voyage au bout de la nuit, Céline atteint tous ses objectifs. C'est-à-dire qu'il devient un romancier incontournable, il gagne beaucoup d'argent, on attend son prochain livre. Le prochain livre, ce sera Mort à crédit. Et Mort à crédit, c'est un livre dans lequel Céline se libère totalement. C'est-à-dire, il va écrire non pas un livre destiné à des gens, mais le livre qu'il rêve d'écrire. Et donc, c'est, pour moi, le premier livre où Céline développe véritablement le style qui sera le sien. Alors, par exemple, il y a des imparfaits du subjonctif dans Voyage au bout de la nuit, il y a des phrases très bien tournées qui sont destinées à devenir des aphorismes, tout ça disparaît. C'est l'apparition, alors en masse dans Mort à crédit, des points de suspension, des points d'exclamation, enfin, voilà. Donc le style de Céline, le vrai style de Céline, se construit pour la première fois dans Mort à crédit. Donc moi, quand on me demande par quoi commencer, je dis toujours par Mort à crédit, sauf qu'il y a un petit problème. Mort à crédit commence par une 60aine de pages qui sont un rêve de paludéen. Et donc c'est un rêve un petit peu incompréhensible. Donc je dis toujours aux gens, voilà, vous commencez à tel moment, c'est-à-dire lorsque le récit commence à proprement parler, lorsque le petit Ferdinand va voir sa grand-mère en banlieue, la tante Armide, pardon. Là, je dis, voilà, vous sautez les 65 premières pages, vous commencez là, vous lisez, puis si ça vous plaît, là vous aurez compris comment c'est écrit, etc. Vous reviendrez au début que vous lirez ou pas. Mais si vous voulez, cette première partie est une introduction. Les gens qui aiment Céline trouvent ça formidable, mais c'est aussi un frein très important pour un lecteur. Alors après, si on veut lire Voyage au bout de la nuit, c'est beaucoup plus facile. C'est un livre beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Mais le vrai plaisir de l'écriture de Céline, elle commence dans Mort à crédit. Alors il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis là, hein, qui disent que Voyage est un chef-d'œuvre, etc. Moi, je suis très amusé par la façon dont vous le dites, mais amusé au sens, ça me ramène à des choses, parce qu'en lettres sup, un de mes profs disait, on peut lire Proust, mais il faut sauter les 60-70 premières pages, parce que finalement, c'est après que ça rentre dans l'histoire. Et c'était les deux auteurs du XXe siècle que vous citiez tout à l'heure, Proust et Céline. Donc, je pense que la difficulté de Proust, elle est différente de celle de Céline, parce que c'est une écriture tellement compliquée, tellement tortillée, qu'il faut s'y faire. Donc il faut, ça dépend, je pense, des gens, mais il faut entre, effectivement, 60, 100, 120 pages pour entrer dans cette manière d'écrire. Bon, Céline, c'est autre chose. C'est que la première partie de Mort à crédit peut sembler incompréhensible ou inintéressante. Donc, et après, moi, donc j'ai conseillé ça à beaucoup de gens, et très souvent, les gens me disent, oui, quand j'ai fini, j'ai relu le début, et ça m'a intéressé parce que j'étais capable de lire et de me dire, voilà. Alors, encore une fois, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, vont dire que ce n'est pas une manière de lire un livre, etc. Mais l'important, moi, je pense, pour un auteur, c'est qu'il soit lu.
Donc si parfois il faut avoir quelques contorsions, bah, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas. Émile Bramy, en tout cas, merci de nous avoir consacré ce temps. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, Voyage au bout de l'écran, c'est aux éditions Écriture. Merci de nous avoir aussi peut-être donné envie d'aller redécouvrir Céline, puis peut-être tous les films dont vous parlez aussi dans votre livre, parce que je suis sûr que plein de scènes, on les a pas toujours vraiment mémorisées, donc c'est une occasion de regarder le cinéma d'une façon différente. Puis bonne continuation. Merci à vous. Ainsi se termine ce kiosque ABD. J'espère que vous aurez compris qu'il faut redécouvrir certains romans de Céline. Il nous en a parlé longuement, je ne vous en dis pas plus. Je ne peux donc que vous souhaiter très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.